Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à ce moment d'échange, donc cet atelier dédié aux enjeux de la fiscalité locale. Alors, pour commencer cet atelier, en fait, on va demander à Alexis de nous rappeler quelques chiffres importants pour expliquer un petit peu le contexte et comprendre le poids de la fiscalité locale qui pèse sur les entreprises. Et personnellement, moi, je reviendrai sur les nouveautés fiscales 2021, notamment concernant la campagne de rôles généraux de taxes foncières. Et en fait, ce qui s'est dit lors du webinaire, pour ceux qui ont pu assister au webinaire du 21 septembre avec la DGFiP, que l'on a organisé. Voilà. Ah. Oui, alors c'est vrai que je vais le prendre pour le coup. Donc ensuite, on vous fera partager le témoignage client donc de Madame Capelli du groupe Carrefour, qui nous a fait l'honneur donc de venir participer à cet atelier. Et enfin, donc on aura un petit moment de questions-réponses qu'on se gardera pour la fin selon le timing, auquel cas on pourra échanger ensemble sur vos impressions. Donc avant de commencer, un petit tour de table, au moins du côté des intervenants. Bernard, je propose de commencer. Alors même, je propose plutôt que de commencer, je propose donc simplement de passer la parole directement à notre invité quand même. C'est le plus important, la responsable fiscale du groupe Carrefour, que je tiens à remercier tout particulièrement d'avoir accepté de participer à notre atelier. Alors, je vais vous passer le micro parce que effectivement, des gens qui écoutent. Bonjour, donc je suis Céline Capelli, responsable de la fiscalité locale au sein du groupe Carrefour en France depuis pas mal d'années déjà. Et j'utilise la solution Cegid Tax depuis quasiment 20 ans. Voilà. Donc, donc je remercie Cegid Tax de m'avoir convié à vous partager mon expérience client sur le sujet. Je vous dis à tout à l'heure. Merci. Alors, dans ce genre d'atelier, dans ce genre d'événement, il y a toujours une petite démarche commerciale, on ne va pas se mentir. Donc, Alexis, je te donne la parole. Merci. Donc, effectivement, je me présente, Alexis Elazouzi, consultant avant-vente au sein de la Business Unit Taxes et Finances. Donc, j'interviens sur un peu tous les sujets de fiscalité, mais spécifiquement sur la fiscalité locale, au travers de notre offre Cegid OptiTax. Et je t'en prie, Bernard, pour conclure. Voilà. Donc, me concernant, on va parler produits, on va parler métier. Et donc, pour le coup, moi, je suis Bernard Guillou, responsable produit depuis 3 ans chez Cegid sur la solution Cegid OptiTax. Maintenant qu'on s'est présenté, ce que je vous propose, c'est rentrer dans le vif du sujet. Et pour cela, Alexis, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous parler du poids de la fiscalité locale sur les entreprises? Un petit overview de l'état de la fiscalité locale actuelle. Donc déjà, première précision, il faut savoir que la fiscalité locale des sociétés a dépassé les 56 milliards d'euros en 2018. Donc on est sur des enjeux qui sont comparables à celui de l'impôt sur les sociétés. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on regarde par rapport à ce graphique ici, donc on a inclus aussi la taxe foncière d'habitation et la taxe d'habitation. Pour la partie uniquement taxe foncière, il faut comprendre que pour le parc français, 2/3 des recettes de la taxe foncière viennent du parc habitation. Donc si on inclut la taxe foncière d'habitation et la taxe d'habitation, ça nous ramène à une recette fiscale de 98 milliards d'euros annuels. En tout cas, c'est ce qui a été enregistré en 2020. Et il faut comprendre aussi derrière qu'on est sur une tendance qui est franchement à la hausse. Donc il faut savoir que de 2009 à 2019, la fiscalité locale dans son ensemble a connu une croissance de plus de 30%. Donc effectivement, c'est une croissance qui va se poursuivre et qui va même être accentuée par certains effets, notamment la révision des valeurs locatives de 2017, dont les effets se lissent jusque 2027. Donc au final, ça va accentuer cette courbe. On a aussi certaines hausses assez locales, comme la hausse de la GEMAPI qui a pris 7% entre 2019 et 2020. Et aussi, donc, notamment la taxe sur les bureaux en Ile-de-France, qui a connu en 2020 un nouveau secteur, une nouvelle tarification dite premium. Donc le but, effectivement, c'est de rajouter un tarif encore supérieur. Donc sur ce graphique-là, la taxe sur les bureaux en Ile-de-France, elle a été exclue. Pourquoi? Parce qu'au final, en termes de recettes fiscales, c'est assez négligeable au regard des montants qu'on a ici. La taxe sur les bureaux en Ile-de-France, il faut savoir qu'on est sur l'ordre de 500 millions d'euros de recettes fiscales. Et on a exclu aussi la taxe locale sur la publicité extérieure. Pourquoi? Puisqu'au final, c'est assez extrêmement décentralisé. La donnée ne peut pas remonter. Donc, ça n'a pas forcément toute sa pertinence ici. On poursuit. Donc là, c'était pour la partie un peu le prolégomène, un peu pompeux sur les chiffres. Voilà, maintenant, on va parler de sujets
On va aborder des points qui sont peut-être un peu plus douloureux pour vous, qui vont sûrement plus vous parler. Donc notamment déjà sur les campagnes déclaratives, donc en termes de process, de charge de travail que ça peut représenter. Il faut savoir que selon votre typologie, votre parc immobilier, votre secteur d'activité, vous allez pouvoir produire jusqu'à plus d'une dizaine de CERFA différents, que vous allez parfois même décliner par établissement. Des CERFA qui se produisent encore sous format papier pour la plupart, sur un calendrier qui va être relativement dense, puisqu'au final, toutes ces déclarations-là se produisent de février à mai. On garde en général le dernier trimestre pour l'analyse des avis, des rôles qui sont reçus. Par rapport aux avis justement en imposition, eh bien là, on a un problème de transparence qui est relative. Vous recevez donc 40%, quand on regarde le graphique qu'on avait tout à l'heure, 40% des recettes fiscales sont portées par des taxes qui sont recouvrées par voie de rôle. Donc vous recevez un avis, vous avez une base d'imposition, vous ne savez pas forcément ce qu'il y a derrière, vous ne connaissez pas forcément la règle de calcul qui se cache derrière cette base. Donc, comme il n'y a aucune obligation déclarative annuelle hors changement de situation, c'est la dernière déclaration qui vaut. Si celle-ci n'a pas été rectifiée en cours de route, donc le calcul de l'assiette est relativement opaque. Et ces rôles-là sont transmis de manière dématérialisée depuis peu, mais heureusement, donc, sur tous ces points-là, on a quelques améliorations de la part de l'administration fiscale. Et là-dessus, je laisse Bernard nous apporter quelques précisions sur ces dernières évolutions. Merci Alexis. Alors, avant de parler des évolutions, ce que je vous propose, c'est déjà de faire un état des lieux et un petit rappel surtout. La loi de finances 2020, elle a accordé en fait une baisse des impôts de production sur 2021. Donc tout n'est pas si morose, tout n'est pas qu'augmentation. Heureusement, il y a quand même des bonnes nouvelles. Il y a de quoi d'être un petit peu optimiste. Et donc, ça s'est traduit par une réduction de moitié de la CVAE, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, une réduction de moitié sur la cotisation foncière des entreprises, donc la CFE, et puis donc sur les propriétés bâties, et sur la taxe foncière également industrielle, sur les biens industriels imposés à la méthode comptable. Et dernièrement, il y a eu l'abaissement du taux de 3% à 2%. Sur le plafonnement de la cotisation économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée. Tout ça pour permettre de ne pas neutraliser les effets de la baisse avec le plafonnement trop élevé. Voilà. Donc en fait, quand même, on peut se rendre compte que l'État a quand même pris en charge, enfin pris en compte que la fiscalité, elle était en hausse. Elle a pris en compte qu'on ne pouvait pas continuer d'augmenter comme ça continuellement, et surtout qu'il y a quand même la crise du Covid qui est passée par là, et donc il fallait y aller peut-être un petit peu plus doucement. Voilà. Maintenant, je vous propose de faire un petit point sur ce qui s'est dit lors du webinaire du 21 septembre dernier. Pour ceux qui n'auraient pas pu y assister ou qui attendent encore le replay. Donc, il y a eu des informations sur la campagne des avis des rôles généraux de taxes foncières 2021. Alors, pour la première fois, et c'était attendu déjà de l'année dernière, mais pour les mêmes raisons, hein, le Covid, ça n'a pas pu être fait, il y a une dématérialisation totale de ces avis. Donc, si vous allez sur impôts.gouv, dans votre espace des entreprises, eh bien, vous pouvez récupérer les avis en format PDF. Alors, c'est une nouveauté, mais ça a son importance parce que il est possible, avec OptiTax, d'avoir une LAD qui va permettre de lire ces fichiers PDF et d'éviter la ressaisie. Voilà. Donc, c'est une vraie avancée. Ça fait gagner du temps à tout le monde et c'est plus facile à obtenir. Il y a eu la disparition de la part départementale sur ces avis. Alors, la disparition de la part départementale, elle est liée au fait de la disparition de la taxe d'habitation. Et donc, les communes, elles ne peuvent pas être lésées. Donc, l'État leur a transféré la part départementale. Et si vous avez regardé un petit peu des avis de taxes foncières, vous avez vu que le taux sur la partie communale a nettement augmenté. En fait, ce n'est pas vraiment qu'il a augmenté, c'est que pour transférer cette part, l'État a additionné le taux communal de l'année dernière avec le taux départemental de l'année dernière. Donc, ça fait un taux important, mais ce n'est pas une hausse, c'est juste un transfert. Cela dit, cette année, malgré tout, il y a quand même un tiers des communes de France qui ont décidé
d'augmenter quand même, alors là pour le coup c'est pas forcément une bonne nouvelle, d'augmenter quand même le taux d'imposition de la commune. Et à titre d'information, hein, je me suis renseigné, chez moi sur Évry-Courcouronnes, c'est 12%. Voilà, donc c'est pas neutre. Voilà, sur une année, dans les autres, c'est 12% d'évolution. Alors, cette disparition, elle a eu aussi un autre effet, c'est que pour le coup, côté Optitax, on a dû remettre en place revoir le système de contrôle de l'avis. Optitax, c'est l'outil de gestion, d'analyse, de vérification des bases d'imposition. On a dû revoir carrément les règles de calcul. Et ça a eu une autre incidence, c'est que pour le coup, il y avait des dégrèvements qui étaient liés à cette part départementale, notamment le dégrèvement pour construction nouvelle. Et du coup, l'État a dû revoir. J'ai encore échangé il n'y a pas très longtemps avec un client qui avait pas vu cette modification. Donc, il y a une révision des dégrèvements, et notamment celui-ci qui est très souvent utilisé. Et du coup, maintenant, c'est plus une exonération de 2 ans sur une partie des cotisations, mais c'est plus que 40% sur la partie de la 40%, pardon, sur la base et notamment sur la partie communale uniquement. Voilà, donc ça a une importance. Et enfin, le formulaire 2021, il a pas mal évolué. Alors, surtout dans sa disposition, parce que l'administration, comme le disait un petit peu tout à l'heure Alexis, cherche à transmettre un peu plus d'informations, d'être un petit peu plus précis. Et donc, vous trouvez des nouvelles informations du type votre bien est un bien industriel, donc vous bénéficiez d'une remise de 50%. Parce que dans les calculs, c'est pas clair. Donc, ils l'ont écrit en phrase. Et de la même manière, ils ont précisé si le bien est un bien bâti et donc il peut se retrouver sur gérer mes biens immobiliers. Ça tombe bien, je vais en parler pour si vous ne connaissez pas. Alors, justement, gérer mes biens immobiliers, c'est une nouvelle brique fonctionnelle qui se trouve sur le site impôt.gouv. Donc l'administration, toujours dans ce souci de transparence avec le contribuable, parce que quand on fait de la taxe foncière, on envoie une déclaration, on reçoit un avis, mais entre les deux, on n'a pas trop d'informations. On ne sait pas comment l'administration a fait son calcul et comment elle arrive à ce montant. Et vous êtes obligé de les contacter et leur demander des fiches de calcul des relevés de propriété. Bon, avec la réforme sur les locaux professionnels, il y a eu beaucoup de demandes de la part des contribuables et l'administration s'est vue un petit peu saturée, donc elle a mis le holà en disant attendez, nous on veut bien répondre, mais vous nous envoyez un mail déjà et on répond qu'à 5, on ne vous envoie que 5 relevés de propriété, pas plus. Mais il y a une demande. Donc l'administration a mis en place cette nouvelle brique. Donc on le retrouve sur votre espace. Attention, il y a un abonnement. Il faut donc demander dans les paramètres à s'abonner à cette fonctionnalité pour la voir. Et en gros, l'administration vous affiche. Alors, si vous n'avez pas trop de biens, c'est des vignettes et vous avez la liste de tous vos biens bâtis. En cliquant dessus, vous avez des informations sur leur consistance, la catégorie, les surfaces, etc. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais surtout, l'administration a aussi rajouté une extraction au format CSV. Et donc, on peut sortir les invariants, la catégorie, les surfaces, que ce soit des biens industriels, commerciaux ou habitations. Évidemment, l'idée, c'est qu'à partir de cette extraction, on va pouvoir l'intégrer dans notre outil pour comparer ces éléments avec les éléments que vous avez déclarés. Comme ça, on aura la différence entre ce que l'administration a retenu et ce que vous avez déclaré. Et, pour ceux qui ont l'habitude de faire des 6160, peut-être que vous avez été amené à faire une déclaration en indiquant une surface en P1, en P2, etc. Et au final, quand vous demandez la fiche de calcul, vous voyez que l'administration, elle a transformé un petit peu votre déclaration. Elle se réfère aux anciennes déclarations que vous avez pu émettre par le passé. Et si elle estime qu'il y a eu une erreur ou que la 6160 ne correspond pas à ce qu'elle pense être juste, elle s'octroie la possibilité de modifier ces données. Et ça, vous ne le savez pas non plus. Donc là, ça permet d'avoir ce que l'administration possède et ce sur quoi elle vous impose et ce que vous avez déclaré pour ressortir les anomalies et les écarts. Donc ça, c'est disponible depuis le mois d'août 2021. Sur 2022, l'administration nous a expliqué lors de ce webinaire qu'elle allait permettre de dématérialiser les déclarations de taxes foncières habitation et taxes foncières pour les locaux professionnels, donc les 6160 et les H.
pour ceux à qui ça parlerait davantage. La partie industrielle, elle, par contre, ne serait pas concernée dans un premier temps. Alors, toujours sur gérer mes biens immobiliers, c'est une évolution qui va arriver. Pour le coup, vous aurez un formulaire de type CSV. Voilà, on va le télécharger et on va pouvoir saisir à la main. C'est la limite de l'outil. Si vous avez une forte volumétrie, ça veut dire que forcément, il va falloir travailler, tout ressaisir, ce qui n'est pas forcément le plus agréable. Donc, à ce sujet, eh bien, ce qui va être fait avec OptiTax, c'est que comme on maîtrise déjà une grande partie des données pour les gens qui sont clients, qui ont nos outils, on a déjà tous les invariants, enfin une partie des invariants, on a les établissements, on a les informations, on a les surfaces, etc. Donc l'idée, ça sera simplement à partir d'OptiTax, de générer un fichier au format attendu par l'administration. Donc, on a les données, on les extrait et on les pousse à l'administration. Voilà. Donc, simplement import-export. Dans cette phase, en 2022, il y aura aussi les taxes d'urbanisme. Ça dépendait d'un autre service que la DGFiP, mais la DGFiP reprend la main dessus, et comme c'est très proche, et c'est lié à la taxe foncière, au moment où vous faites vos constructions, on doit faire les taxes de prévention, j'ai oublié, d'archéologie par exemple, etc. Voilà. Et donc, comme c'est lié, il a semblé logique que ça soit fait en même temps que vos déclarations de taxes foncières. Voilà. Alors, aujourd'hui, pour être très clair, OptiTax ne gère pas ce pan-là, mais je profite encore une fois que vous soyez présents devant moi pour savoir si parmi vous, vous seriez intéressé par l'utilisation d'un outil qui ferait ce calcul pour vous de ces taxes et qui émettrait les déclarations. Voilà. Est-ce que, je ne sais pas, comme ça, à main levée, est-ce que ça intéresserait Oui, madame. Ok, bon. Donc, on va étudier le dossier. Enfin, en 2023, alors là, ça ne concernera pas forcément tout le monde et peut-être même personne ici. OptiTax gère également la taxe foncière d'habitation. Voilà. Donc, ça a été une demande parce qu'on a une partie de notre activité qui sont des offices d'HLM. Et pour le coup, l'administration est en train de réformer la taxe foncière habitation. Et dans le cadre de cette réforme, il va y avoir une procédure qui est très proche de la taxe foncière des locaux commerciaux. C'est-à-dire que les propriétaires vont devoir déclarer les loyers qu'ils perçoivent pour les locaux qu'ils louent et ils vont devoir déclarer les occupants. C'est un peu la décloyer en fait. Voilà. Donc, il faut savoir que voilà, ça sera 2 nouvelles déclarations qu'il faudra réaliser en 2023 si vous avez des locaux d'habitation. Bon alors, Alexis, je te passe la main, si tu peux nous faire juste une petite présentation. Donc effectivement, OptiTax, c'est la plateforme qu'on distribue en termes de gestion et de pilotage de la fiscalité locale. Donc c'est une plateforme qui est entièrement cloud, entièrement SaaS. Donc elle encapsule des modules qui permettent de traiter tous les volets déclaratifs, donc des taxes comme la taxe foncière, la CFE, la CVAE, la taxe sur la surface commerciale, la taxe sur les bureaux en Île-de-France, la taxe locale sur la publicité extérieure et aussi toute la procédure de la déclaration des loyers. Là, on va vraiment porter l'emphase sur OptiTax, c'est sur toutes les fonctions d'analyse et de recalcul de l'imposition. Donc, en termes de taxe foncière, on a intégré un simulateur qui prend en compte le calcul des surfaces de vos invariants P1, P2, P3, leur localisation, leur catégorie pour déterminer un tarif. On a intégré aussi le calcul comparatif avec la valeur locative de 70 réactualisée pour 2017, ce qui permet de dégager le planchonnement et le lissage, donc d'affiner la simulation jusqu'à arriver au calcul de l'administration fiscale à partir de vos données et de les comparer à celles de l'administration. Madame Capelli, donc bonjour. Est-ce que vous pouvez nous décrire pour vous la situation de la fiscalité locale pour Carrefour? Qu'est-ce que ça implique en quelques chiffres, quelques notions? Oui, donc en fait, le groupe Carrefour, c'est déjà 160 sociétés en France et qui représentent plus de 3000 établissements. Et pour la fiscalité locale, ça concerne à peu près 6 500 déclarations et contrôles d'imposition par an. Pour les impôts de TF, CFE, CVAE, TASCOM, TLPE, Taxe Île-de-France et pour un montant global d'impôts de 350 millions par an.
Donc, pour ce faire, on a une équipe de 3 personnes à temps plein et avec quelques ressources externes ponctuelles en fonction de la charge de travail. Donc, c'est un sujet vraiment important chez nous et qui est pris à bras-le-corps. Et c'est pour ça qu'on utilise Optitax, CG d'Optitax depuis tant d'années. Je vais me permettre juste de rebondir sur un élément que vous avez indiqué. Ça veut dire que le groupe Carrefour s'est doté en fait d'un vrai service fiscal, donc avec 3 personnes à plein temps, ce qui est considérable, ce qui montre que effectivement la fiscalité est vraiment un élément important que vous cherchez à maîtriser. Parce que par expérience, on s'est rendu compte que souvent, malheureusement, la fiscalité locale, en fait, elle était traitée non pas dans le cadre d'un service fiscal, mais par un comptable ou quelqu'un qui fait autre chose en fait que de la fiscalité locale. Et forcément, il n'a pas tous les moyens et le temps nécessaires. Et c'est, à notre sens, c'est une erreur parce que les enjeux sont considérables. Est-ce que vous avez ressenti, vous, les effets de la baisse des impôts de production? Ça a été ressenti chez Carrefour? Alors oui, la baisse des impôts de production a été ressentie, puisque même si nous sommes dans le retail, nous avons quand même des établissements dits industriels au sein du groupe Carrefour par l'intermédiaire de nos entrepôts. Donc on a eu les baisses d'impôts de 50% attendues sur les TF et sur les CFE. Et bien entendu, la baisse de la CVAE qui a conduit à une réduction de 50%. Et nous allons aussi bénéficier de la baisse du taux de plafonnement à 2%. Par rapport en plus à la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels en 2017, on a aussi eu des baisses sur certains environnements et des hausses sur d'autres environnements. Ça s'est à peu près compensé. Donc, il y a des effets sur les impôts de production par toutes les mesures qui sont intervenues ces dernières années chez nous. Et est-ce que ça a été le cas parmi vous aussi? Non, c'est... Du coup, Madame Capelli est une exception. Personne d'autre n'a ressenti les effets de la baisse des impôts de production? Si? Si, quand même, un petit peu, globalement. Dans une moindre mesure. Ok, très bien. Très bien. Donc, seconde question. Quels sont pour Carrefour les principaux enjeux de la fiscalité locale? Quelles sont les réelles problématiques que ça soulève pour vous, tant d'un point de vue financier que d'un point de vue fonctionnel, comme on a pu balayer un peu en préambule? Mais comme je vous l'ai dit, on a des montants significatifs au niveau de la fiscalité locale et pour le groupe, c'est un enjeu important et comme ça impacte directement notre résultat opérationnel courant, c'est quelque chose qui est vraiment surveillé par nos opérationnels et par nos actionnaires. Donc, on a une pression significative sur ces impôts en particulier. Donc, c'est aussi une nécessité pour Carrefour de suivre tout particulièrement cette fiscalité locale. Nous avons une vraie volonté de ne pas subir l'impôt, mais de le comprendre et de le maîtriser. Donc, de bien savoir ce qui se cache derrière nos avis d'imposition. Et par ailleurs, comme on a un besoin, comme chacun d'entre vous, d'avoir une conformité dans nos déclarations, c'est important d'utiliser des outils performants. Et on a pour ces déclarations l'objectif de payer le juste impôt, ni plus ni moins. Donc, on surveille cette partie-là. Et bien entendu, nous tentons de challenger l'impôt. Donc, on va aller un petit peu plus loin dans l'analyse. On ne va pas se contenter de l'accepter tel qu'il arrive, mais de gratter un petit peu les éléments. Et ce challenge se fait aussi par une veille jurisprudentielle permanente sur tout ce qui se passe sur la fiscalité locale, tous les cas particuliers des jugements des tribunaux administratifs, par exemple. Et on a une autre demande au sein du groupe, c'est d'avoir régulièrement des estimations de taxes sur les projets d'ouverture, d'agrandissement, de restructuration. Donc, on a aussi un besoin opérationnel de savoir simuler toutes ces taxes, au-delà de la construction budgétaire aussi sur les nouveaux projets. Merci. Donc, j'imagine que ce sont des enjeux dans lesquels vous vous retrouvez tous aussi un petit peu, voire beaucoup. Donc, dans votre cas, effectivement, les enjeux financiers appellent automatiquement à s'équiper d'un outil. Donc, effectivement, quand on arrive à des tels enjeux financiers, de tel poids, à de telles charges fiscales, forcément, il y a une nécessité à s'équiper. Je pense que ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Néanmoins, il y a un enjeu supplémentaire qui peut venir s'insérer. C'est
problème de visibilité. Pourquoi? Puisque effectivement, vous avez une direction de la fiscalité et même de la fiscalité locale qui est dédiée uniquement à ça. Parfois, pour certaines organisations, ça peut être extrêmement décentralisé, piloté par direction régionale, par secteur d'activité, par pôle et autres. Du coup, il y a effectivement aussi un enjeu de visibilité à faire remonter toute cette donnée dans un seul et même référentiel, de pouvoir piloter ça. D'autant plus qu'il y a un enjeu supplémentaire en termes de risque fiscal, c'est que l'administration exploite de plus en plus l'intelligence artificielle pour contrôler les déclarations, contrôler les différentes incohérences et anomalies et provoquer des contrôles derrière. Donc, en 2019, 22% des contrôles fiscaux ont été déclenchés suite à des détections de l'IA, donc data mining, big data. L'administration fiscale, elle vise pour 2022 d'arriver à 50% de contrôle déclenché par intelligence artificielle. Donc elle est comme nous, elle est dans une logique de rendement. Déclencher des contrôles avec une méthode dite de coup d'épée dans l'eau, au bout d'un moment, ça ne marche plus. Donc il faut venir contrôler la donnée. En plus de ça, on le voit, l'administration met vraiment des moyens pour dématérialiser la transmission des déclarations, les données. Donc effectivement, tout ça, ça a du sens. Et il y a un réel enjeu de risque fiscal qui s'intègre là-dedans. Attention à la piscine qu'on a fait dans le jardin et qu'on n'a pas déclaré. Voilà, si elle se voit sur Google Maps, ça va vous retomber dessus. C'est pareil. Donc, si par exemple, une direction pilote la taxe foncière et déclare pour tel local tant de surface de bureau et tant de surface commerciale, et qu'à côté, l'autre direction pilote la taxe sur les surfaces commerciales et la taxe sur les bureaux en Île-de-France, ou alors même encore une autre direction, et qu'on a trois faisceaux complètement incohérents qui partent vers l'administration fiscale, là, forcément, vous allez venir titiller son algorithme et il y a de fortes chances de subir un contrôle dans les temps qui vont suivre. Alors après, là, on parle d'une déclaration. Des déclations, comme je vous l'ai dit, il y a des CERFA, il y en a des centaines. Toutes les sociétés doivent en produire. Donc forcément, si vous commettez une anomalie, ça risque de se noyer. Mais en tout cas, dans l'eau, effectivement, il y a un réel enjeu à contrôler la cohérence de ces données et à avoir vraiment une maîtrise de ces métriques en amont des déclarations. Donc, Madame Capelli, même si tout à l'heure j'ai évoqué effectivement les enjeux financiers poussent à s'équiper, est-ce que pour vous il y a eu d'autres, alors soit d'autres éléments motivants ou soit d'autres éléments rétribuants qui sont venus du fait d'utiliser une solution dédiée à la fiscalité locale? Bah oui, tout d'abord, pour gérer la masse d'informations et de documents, hein, par le regroupement, au sein, d'un seul outil SaaS sécurisé et collaboratif, puisque cela nous permet notamment de faire intervenir plusieurs services sur le logiciel. On va par exemple demander à la comptabilité de travailler sur le déclaratif, à nous-mêmes, à la fiscalité, de travailler sur l'analyse et l'audit, et on va aussi faire appel à nos opérationnels terrain pour nous remonter l'information à l'intérieur de l'outil directement au bon endroit, ce qui va nous permettre d'avoir une vision large et de collaborer sur des fichiers sécurisés. Donc ensuite, l'outil permet de gérer, de centraliser les données légales, donc tout ce qui concerne les coefficients, les secteurs homogènes, les grilles tarifaires, les taux d'imposition dans l'aspect data. Donc ça nous enlève le poids de cette recherche pour nos vérifications. C'est géré par CGDOptitax et on n'a pas de recherche complémentaire à faire. Donc ça, c'est très important. Et du coup, ça nous libère du temps sur la mise à jour permanente, tant sur la partie fonctionnelle des calculs que sur la partie légale. Donc ça, c'est très important. Ça nous sert énormément pour l'automatisation des déclarations EDI telles que déployées ou celles papier, tous les CERFA qu'on peut avoir en matière de TASCOM normalement, de TLPE. On en a aussi sur les plafonnements en fonction de la valeur ajoutée, sur les 1347, M, C, enfin voilà, toutes les déclarations de la fiscalité locale, l'édition des CERFA, ça nous permet d'avoir la donnée fiable dans l'outil, d'avoir la dernière déclaration qui est archivée. Donc ça, c'est très important pour nous. On gagne énormément en productivité en utilisant la LAD. Hein, on ne va plus ressaisir toutes les informations des rôles de CFE, de TF pour pouvoir les contrôler. Là, c'est fait automatiquement et ça sécurise la donnée puisqu'il n'y a plus de saisie manuelle. Donc, on a vraiment les données exactes du CERFA. Et puis, il y a un plus sur le fait qu'on ait le système des importations Excel dans l'outil ou des exportations pour des contrôles, des importations pour amener de la donnée à OptiTax, exportations pour faire des contrôles Excel, puisque parfois on a besoin de contrôler avec d'autres outils internes. Et donc, ça nous permet de faire ces contrôles. Et ce qui est aussi important, c'est que la solution OptiTax est compatible avec l'organisation, avec notre organisation. On a pu intégrer dans des champs personnalisés des champs qui nous permettent de faire des liens avec nos autres outils.
Donc, on a une certaine liberté pour pouvoir ensuite faire des extractions de petites taxes et les intégrer dans d'autres outils pour aller plus loin dans la comptabilisation, par exemple, ou sur les taxes foncières, les refacturations à des locataires. On peut avoir cette interopérativité. Très bien. Donc, alors, c'est extrêmement intéressant. Je pense qu'elle vous vend aux petites taxes au moins aussi bien que moi. Même mieux, je pense. Mieux, hein. On est d'accord? Alors, effectivement, c'est un moteur qui est encapsulé dans l'application. Donc, on y accède par le biais d'un menu latéral. On intègre ces avis qu'on a au préalable téléchargés sur le portail de l'administration. On les intègre. OptiTax fait tout le travail d'analyse, de liaison avec votre parc immobilier. Néanmoins, là, je voudrais apporter un peu une nuance. Là où dans le discours, on souhaite aller un peu plus loin, c'est qu'effectivement, un outil pour traiter la fiscalité locale, c'est extrêmement important. C'est bien, ça a de gros bénéfices. Néanmoins, en amont, ça implique de maîtriser toutes ces métriques, de maîtriser tous les éléments qui sont liés aux différentes impositions de la fiscalité locale. Ce n'est pas toujours évident, c'est un travail qui peut être de longue haleine, mais qui est extrêmement structurant. Donc nous, le discours, c'est effectivement s'équiper de CGI d'OptiTax, c'est intéressant, ça a tel bénéfice, Madame Capelli peut en témoigner. Néanmoins, avant ça, il y a un réel intérêt à se pencher sur ces problématiques de fiscalité locale, à consolider la donnée en interne et en amont, avant de pouvoir envisager un déploiement et travailler sur une solution. C'est extrêmement important, c'est capital même. Dernière question pour vous. Donc, est-ce qu'il y a un autre aspect de la solution ou du fait de travailler avec un éditeur spécialisé que vous souhaiteriez aborder et nous faire partager? Alors oui, je pense qu'il y avait d'autres éléments importants à vous faire partager. C'est qu'on retrouve, quand on utilise CGI d'OptiTax, des apports par rapport à la synergie avec les autres utilisateurs, bien sûr dans les respects des règles de la concurrence, par le partage de bonnes pratiques et la mutualisation des réflexions. Par exemple, on peut parfois, dans l'utilisation d'OptiTax, voir qu'il y a un champ qui est apparu, un nouveau champ, et on se dit, tiens, pourquoi il y a ce nouveau champ? Qu'est-ce qu'il apporte? Et ça nous permet parfois d'identifier des sujets qu'on n'aurait pas identifiés nous-mêmes et de se reposer des questions et de se dire, tiens, s'ils ont mis ce champ-là, c'est qu'il y a une raison. Et du coup, on ne passe pas à côté de certaines optimisations qu'on pourrait faire par omission de cet élément. Donc, c'est une mutualisation qui est très importante pour moi. Après, je salue la collaboration qu'a OptiTax, CGI d'OptiTax avec la DGFiP, parce que ça nous permet d'avoir des informations en avant-première. Ça nous permet aussi d'avoir des échanges sur des questionnements. Ça facilite en fait la compréhension des avis d'imposition, surtout cette année en 2021, où il y a pas mal de changements. C'est vrai que gérer mes biens, c'est un bon apport de l'administration. On n'est pas encore tout à fait au bout de l'information dont on a besoin pour faire complètement le calcul des taxes foncières, mais on progresse, donc il faut le prendre comme une progression. Donc c'est vrai que les événements métiers qui a eu lieu, comme celui avec la DGFiP de septembre, étaient très intéressants. Et puis après, je voulais mettre en avant aussi le partenariat que nous utilisons, nous, avec la société Fiscalise, qui effectivement traite pour nous tout ce qui est récupération des avis de taxes foncières et de CFE sur le site impôts.gouv. Parce que je ne sais pas si vous l'avez fait, mais si vous le faites vous-même, il faut télécharger un par un chaque PDF. Et quand vous voyez la volumétrie, vous y passez du temps si vous le faites manuellement. Et donc, Fiscalis propose une assistante de récupération automatique via un robot. Donc, ça permet vraiment de télécharger en une seule fois tous les PDF de toutes les sociétés et de les intégrer ensuite dans OptiTax qui va faire mouliner sa ladrade et qui va pouvoir mettre les données directement dans l'outil. Donc ça, c'est un vrai plus. Donc je tenais à le signaler. Oui, je voulais vous poser une question parce que on voit que l'administration bouge un petit peu sur les impôts locaux, notamment avec Gérer mes biens. Est-ce que vous en avez parlé un petit peu, mais quelles sont vos articulations, votre avenir par rapport à toutes ces modifications législatives? Comment vous vous positionnez par rapport à un outil dématérialisé de l'administration qui est de plus en plus performant? Donc avant de parler de l'avenir, j'aimerais quand même revenir sur l'année 2021, pardon, qui a été une année un peu chargée concernant OptiTax. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a été intégré au groupe Cegid. Et pour pouvoir vraiment être intégré, outre travailler dans les mêmes locaux et avoir des nouveaux collègues, il a fallu travailler au niveau technique pour qu'on partage des outils et les mêmes solutions. Donc, première chose,
ce qu'il n'y avait pas chez nous, c'est qu'il y a eu l'arrivée d'un chargé de qualité sur nos développements. Je sais, j'en parle ouvertement, hein, je sais qu'à un moment donné, quand on a une petite structure comme Optimum d'analyse, on était hyper réactif, mais parfois on corrigeait un bug et on en crée un nouveau. Donc aujourd'hui, pour avoir une qualité de développement, eh bien, à chaque fois qu'il y a un développement qui est fait, ça passe par la qualité d'abord. C'est une obligation chez Cegid. Donc, on s'assure que le développement soit bon et juste avant qu'il passe en production. Ensuite, nous avons dû remplacer notre outil interne qui était l'outil de ticket pour le support. C'était un outil maison. Pareil, donc ça ne répond pas aux standards de Cegid. Il y a une qualité de service qui est là. Donc, on l'a remplacé par Cegid Life. Donc, les utilisateurs de Cegid connaissent cet outil. Ils ont peut-être l'habitude. Donc, voilà, c'est intégré à Cegid OptiTax. Ensuite, Optimum d'analyse avait choisi un hébergeur, une solution informatique qui permettait d'héberger l'application. Elle ne correspondait pas non plus aux standards de qualité, de service de Cegid. Donc, ça a été remplacé au mois d'août dernier. Et aujourd'hui, on est sur un standard, un Microsoft Azure, pour ceux qui connaissent, donc qui va répondre avec des normes, etc., qui va avoir un niveau de qualité bien meilleur que ce qu'on pouvait proposer. Et enfin, nous avons développé le module taxe foncière habitation qui n'était pas dans l'ADN d'OptiTax. Nous, on s'orientait vraiment sur les entreprises et uniquement les entreprises, donc industrielles ou commerciales. Et du coup, on a dû développer cette nouvelle outil. Donc ça c'est ce qui a été fait au cours de l'année. Maintenant, on va effectivement on va tâcher de se projeter un petit peu. Donc, autre élément important, d'ici la fin de l'année, on va mettre en place l'outil d'authentification passeport sur Cegid OptiTax. Donc, c'est pareil, c'est lié à Cegid Life, ce qui permet de s'identifier de manière plus sécurisée que ce que nous on propose aujourd'hui. On a un simple identifiant et login classique. Bien là, il y aura une gestion qui sera un peu plus renforcée. Évidemment, on va adapter l'application aux réformes annoncées par l'administration, donc la nouvelle déclaration des loyers et la déclaration des occupants pour les taxes foncières d'habitation. Peut-être, on va tâcher de pousser un peu la réflexion sur les taxes d'urbanisme, hein, parce que vous n'avez pas été hyper emballé par ma proposition. Donc, on va essayer de questionner un peu plus pour savoir si on va s'engager sur le développement d'un nouvel outil. Et puis, il va y avoir également courant 2022, on va travailler sur la charte graphique de l'outil. Et donc, il va y avoir un travail complet sur la présentation de nos écrans. Aujourd'hui, on a une charte graphique qui correspond à ce qu'était OptiTax. Aujourd'hui, on va intégrer la charte graphique de Cegid. On va revoir les tableaux, on va revoir donc visuellement et ergonomiquement. Il va y avoir des travaux qui vont être engagés pour avancer sur le sujet. Je remonte un petit peu pour reprendre mes notes. Voilà. Alors, comme vous avez pu l'entendre, Gérer mes biens immobiliers va proposer des services qu'OptiTax propose. Donc, à un moment donné, il va falloir se renforcer sur ce que l'administration ne fera pas. L'administration, elle va peut-être vous donner de la formation, va vous permettre de faire des déclarations, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle ne fera pas le contrôle pour vous. Donc, OptiTax, sur 2022, va travailler davantage sur des warnings, des alertes, de l'analyse, pour vous donner un maximum d'informations pour pouvoir tout de suite trouver d'où viennent les erreurs, où est-ce qu'on peut optimiser l'imposition et comprendre pourquoi il y a des écarts entre vos déclarations, vos simulations et ce sur quoi vous êtes imposé. Voilà, alors il y a un autre point qui a été abordé aussi, donc là ça va être un petit peu plus à plus long terme, c'est que maintenant qu'on est intégré, qu'on a des plateformes communes avec mes collègues responsables produits sur les autres solutions, on va travailler aussi à l'harmonisation, à l'échange de données entre OptiTax et les autres outils de Cegid pour pouvoir, pour éviter la ressaisie, pour que ça soit plus fluide dans les échanges. Alors maintenant, je vais parler un petit peu de gérer mes biens immobiliers. Alors, dans gérer mes biens immobiliers, donc ce que je disais un petit peu juste avant, c'est que ce ne sont pas des concurrents. En aucun cas, l'administration va
voilà, pouvoir concurrencer un éditeur. Et en même temps, on ne cherche pas à être forcément partenaire. Parce que si vous optez pour un logiciel de fiscalité, ce n'est pas pour que vos données, vous allez rentrer, donc vos simulations, vos décisions que vous allez prendre, soient partagées avec l'administration. Il faut que ce soit étanche. Vous avez un outil dans lequel vous allez mettre des données. Peut-être vous allez vous apercevoir que vous êtes sous-imposé, mais ça, vous les gardez pour vous. Voilà. Donc, pour éviter trop de transparence et trop d'échanges, on ne veut pas être partenaire avec l'administration, c'est-à-dire échanger des flux, mais simplement, comme je le disais un petit peu avant, l'administration va vous proposer des solutions de dématérialisation. Eh bien, OptiTax va juste fournir les fichiers avec les données nécessaires pour vous simplifier lorsque vous avez de la forte volumétrie et échanger comme ça, mais pas plus. Voilà, on reste chacun chez soi, chacun son métier. Dématérialisation des déclarations. Alors, bon, il y a ce que j'ai annoncé tout à l'heure, donc la dématérialisation de la taxe foncière, habitation et des locaux professionnels. Donc ça, c'est acté. 2022. Sur la TASCOM, donc ça c'est une promesse de l'administration. Ça fait longtemps que l'administration nous dit la TASCOM va être dématérialisée. Aujourd'hui, j'ai pas de nouvelles. Je suis désolé. Pas d'informations qui iraient dans ce sens. Donc, à part changement radical, mais ça m'étonnerait. Cette année, ça sera encore du papier. Et puis sur d'autres taxes comme la TLPE ou la TABIF, qui sont un petit peu plus marginales, là encore, il n'y a pas de promesse, il n'y a rien, il n'y a aucune information de la part de l'administration. Donc pour l'instant, voilà, ça sera certainement encore du papier. Voilà ce que je pouvais dire sur l'avenir et la projection. Je vous remercie, Madame Capelli, de votre présence parmi nous parce que il a fallu accepter. Enfin, vous êtes venu de Lyon. Je vous ai aussi indiqué, alors à titre informatif, mon adresse email. Si jamais vous avez un besoin de complément d'information, une question supplémentaire ou même envie d'une présentation de CJ d'OptiTax qui sont un peu plus personnalisées, on rentre vraiment dans le détail, je vous invite en tout cas à la reporter et puis à m'écrire auquel cas. Merci beaucoup à vous en tout cas. Merci pour votre attention et merci à Madame Capelli.